Le travail n'est pas tout. On travaille pour bien vivre. On ne vit pas pour travailler. La vie en ville est une vie très stressante parce qu'on a oublié une règle simple. Tu prends une structure biologique, elle s'active et elle se repose. Oui. Tout individu doit être actif, doit se reposer. On est à fond à 100%. On a un rythme oui. où on croit qu'on est très important, on croit qu'il faut faire des choses, on oublie de prendre des vacances. Vous regardez les personnes qui sont dans les villages, c'est pas des gens qui vont veiller jusqu'à 2 heures du matin parce qu'ils ont un problème. Ah, c'est une balle perdue pour beaucoup d'entre nous. On se met nous-mêmes la pression. Pourquoi? Je ne sais pas. On se met nous-mêmes la pression. Bien sûr, comme quoi en cours. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir le professeur Antoine Tako, une figure éminente dans le domaine des neurosciences en Côte d'Ivoire. Après 38 ans en tant que professeur titulaire de neurobiologie et neuropsychologie à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody, le professeur Tako continue d'être une force motrice dans la recherche et l'éducation dans notre pays. Passionné de jazz et d'informatique, il s'investit dans des domaines variés allant de la formation en neurosciences à la sensibilisation sur les addictions. Président de l'ONG Action Citoyenne Côte d'Ivoire et conseiller municipal dans la commune de Cocody, le professeur Tako est reconnu pour son engagement social et éducatif. Officier du mérite de l'éducation nationale et de l'Ordre international de la Confégesse, il nous fait l'honneur de partager aujourd'hui son parcours riche et inspirant. Il a des choses à dire et ça commence maintenant. Bonjour Antoine. Bonjour Edith. Comment tu vas? Très très bien, merci. Génial, je suis très 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 contente. Franchement, c'est un honneur pour moi de te recevoir. C'est vrai qu'on se connaît depuis de nombreuses années. Je suis ta fille. Oui. Mais je suis également... Ma fille aînée. Ta fille aînée, parce qu'il y a Camille aussi qui est là. Camille. Mais je suis également fière de te connaître. Pourquoi? Parce que tu es un puits de savoir. Merci. Tu es un puits de connaissances et un puits de valeurs. Et c'est très rare encore de trouver des personnes avec autant de valeurs et autant de sagesse aussi dans notre communauté. Contrairement à ce que tu crois, il y en a beaucoup. Mais ce sont des personnes qui n'aiment pas se faire voir. Exactement. Elles ne font pas de publicité. Elles regardent ce pays avec les valeurs inversées. Elles essayent tant bien que mal de faire de leur part ce qui est possible pour impacter les autres. Il y en a des gens comme moi, il y en a beaucoup. Comment ils font? Parce que c'est vrai qu'il y a notre génération, la génération Y. Oui. Donc, nous qui sommes nés dans les années 80, après les années 80 et tout. Oui. Et il y a la génération 2000 et celle qui suit après 2010. Mais comment ces personnes sages qui peuvent apporter énormément aussi pour guider les générations qui suivent après, Oui. Est-ce qu'elles ne devraient pas faire plus? C'est vrai. Mais vous savez, dans toute société, le bruit cache souvent les bonnes choses. Et vous allez remarquer à la télé, dans les médias, les réseaux sociaux, il y a trop de bruit sur de contre-valeurs. Donc, la voix de ces personnes-là devient inaudible. Oui. Mais comme ce sont des personnes profondément humbles, elles préfèrent convaincre doucement, tranquillement, pour atteindre la masse critique. C'est pour ça qu'on ne les entend pas. Toi, tu le fais bien. En tout cas, j'ai la chance d'être à tes côtés, de te suivre depuis de nombreuses années, d'avoir appris également avec toi. Tu es Antoine Tako. Oui. Est-ce qu'il y a un nom à côté dans l'état civil? Antoine Némé Tako. Némé, Némé. Qui a été transformé en Némé. C'est mon nom BT. Ok. Donc, tu es BT. De Saïwa. Saïwa. Ok. Moi, je suis Agni Damengoro et BT d'Issia. Et on partage beaucoup de choses en commun. Ouais. Antoine Némé Tako, tu es professeur titulaire de neurobiologie et de neuropsychologie. Voilà. Tu as été en tout cas professeur titulaire de neurobiologie et de neuropsychologie à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. Oui. Aujourd'hui, tu es à la retraite. Oui. Tu as exercé pendant près de 38 ans. Oui. C'est énorme. Oui. Neurobiologie et neuropsychologie. Est-ce que tu peux expliquer dans des termes accessibles très simplement à mes abonnés ce que c'est? Tout à fait. Neurobiologie et neuropsychologie appartiennent au groupe qu'on appelle les neurosciences. Okay. Ce sont les sciences qui vont étudier le système nerveux. Cerveau, moelle épinière, nerfs.
en rapport avec le fonctionnement de tous les organes, parce que le système nerveux est à la base de nos comportements et de nos conduites, tout simplement. Donc, c'est tout ce qui est lié au système nerveux. Voilà. Et qui est englobé, en fait, dans les neurosciences. Voilà. Donc, on parle de neurobiologie et de neuropsychologie. Voilà. Neurobiologie, neuropsychologie, neuroanatomie, neurochimie, etc. Donc, je suis à la base professeur de neurosciences, mais spécialisé en neurobiologie et en neuropsychologie. Concrètement, dans notre quotidien, comment la neurobiologie et la neuropsychologie s'opèrent? Je prends par exemple le cas de quelqu'un qui a eu un AVC. Oui. En général, lorsque cette personne a un AVC, au bout de quelques jours, on va devoir prendre rendez-vous ou bien rencontrer le neuropsychologue, par exemple, ou peut-être, si c'est un peu trop grave, le neurochirurgien. Voilà. Comment au quotidien, la neurobiologie et la neuropsychologie s'immiscent dans notre vie? OK. La biologie, en général, c'est l'étude du vivant. Dans l'étude du vivant, nous avons cette habitude-là, c'est les méthodes que nous utilisons qui le commandent, de décortiquer l'organe pour voir les tissus, pour voir la cellule, comment elle fonctionne et comment elle collabore avec les autres cellules. Ça, c'est la biologie. Et le fonctionnement de l'ensemble de ces tissus, organes et systèmes donne le fonctionnement, les grandes fonctions que nous avons, la respiration, etc., etc. Mais les tissus spécifiques du système nerveux, qu'on appelle les neurones, les cellules nerveuses, on les étudie, on regarde comment elles fonctionnent, comment elles aussi, quand elles sont malades, comment elles se comportent. Et c'est ça qui nous permet d'expliquer nos comportements normaux et nos comportements anormaux. Donc, les neurosciences nourrissent toutes ces disciplines médicales que sont la neurologie, la neurochirurgie, la psychiatrie et même la psychologie. On leur permet de comprendre le fonctionnement du cerveau et de pouvoir agir de façon appropriée pour leur apporter l'aide. Donc, sans les neurones, on ne peut rien faire. Sans les neurones, non. D'ailleurs, un des critères de mort légale, c'est quand le cerveau ne fonctionne plus. Okay. Quand il n'y a plus d'électricité dans le cerveau. On dit que l'EEG est plat. Quand vous voyez les films, vous voyez, ça fait pip, et puis on débranche le sujet. C'est même pas la peine, le cerveau ne peut plus revenir. Wow. Quand il n'y a plus d'électricité. Un des témoins du bon fonctionnement du cerveau, c'est l'électricité cérébrale, qui est enregistrée avec des appareils spécialisés qu'on appelle l'EEG. OK. Voilà. Donc, ce sont les neurones qui transportent cette électricité à l'intérieur du cerveau. L'information à l'intérieur du cerveau. Pourquoi? Parce que le cerveau, à quoi il nous sert? Il nous sert à capter l'information venant du monde intérieur, mais venant aussi de notre corps, à l'analyser, à l'intégrer et à agir en conséquence en cas de besoin. Voilà les trois fonctions du cerveau. Mais comment on peut entretenir ces neurones? Parce qu'on dit souvent que lorsqu'on naît, le bébé, lorsqu'il naît, ses neurones commencent à grandir, il génère d'autres connexions de neurones. Absolument. Au fur et à mesure qu'il grandit. Et à un certain âge, en vieillissant, on commence à perdre ces neurones. Comment on peut entretenir nos neurones? D'accord. Les neurones grandissent parce que c'est déterminé de façon génétique. Mais pour que la maturation soit optimale, il faut stimuler l'enfant, l'individu, quel que soit l'âge. Les stimulations, ce sont les informations qui viennent de l'environnement, de la famille, etc., etc. Si vous placez un enfant devant la télé tout le temps, il aura un développement moins important qu'un enfant que vous placez peut-être très peu de temps devant la télé, mais que vous stimulez en le caressant, le touchant, en lui parlant, en lui montrant des choses, en lui permettant d'agir, d'exercer des fonctions. Et en exerçant ces fonctions qui sont commandées par le cerveau grandit. Okay. Il établit des connexions. Notre cerveau qui fonctionne bien peut établir, une cellule nerveuse peut établir entre 1000 et 10 000 connexions. Wow. Tu imagines? Oui, c'est énorme. On a les évaluations les plus justes, 80 milliards de cellules nerveuses. Si on multiplie 80 milliards par 1000 hypothèses basses,
Tu imagines le nombre de connexions. Exactement. Et par 5 000 à 10 000 hypothèses autres, c'est pour ça que le cerveau est l'objet le plus complexe de l'univers. Plus complexe même que toutes les créations les plus complexes qu'on a eues. Même les ordinateurs les plus complexes que vous connaissez. C'est une machine complexe et qu'on ne finit pas, que vous, en fait, toi dans ton domaine, la neurobiologie, la neuropsychologie, la neuroscience, les neurosciences en général, que vous n'avez pas fini d'apprendre. Pas encore. Les dernières études qui ont été, on va dire les dernières découvertes qui ont été opérées sur le cerveau, est-ce que tu peux nous donner une idée des dernières, on va dire, dernières découvertes, des dernières informations qu'on sait sur le fonctionnement du cerveau? Parce que franchement, pourquoi j'adore cet épisode avec toi? Parce que, comme je te l'ai dit en off, je suis passionnée par le cerveau. Je vais prendre un cas très, on va dire, très tiré par les cheveux, puis un peu extrême. Oui. Ce sont les cuites. Quand je dis cuites, l'état d'ébriété où tu as tellement bu, à un moment donné, on dit que le courant est coupé dans ton cerveau. Et tu ne te rends pas compte qu'il y a une seconde personnalité, on va dire un second toi, qui prend le relais. Le lendemain, quand tu te relèves, tu te réveilles, pardon, on te dit, mais voilà ce que tu as fait pendant toute la soirée et tout. Mais tu n'as aucun souvenir de ce que tu as fait. Pourtant, tu peux avoir discuté pendant toute la soirée, fait des choses, et même pour certains, dans certains cas très graves, conduire jusqu'à la maison. Donc, comprendre comment le cerveau peut fonctionner alors qu'il est dans un état où la personne n'est plus consciente. Là, c'est le cerveau instinctif qui prend le relais. OK. Le cerveau instinctif, son rôle, c'est d'assurer notre survie. D'accord. Donc, il va prendre le relais, il va diminuer les informations qui viennent de l'extérieur, qui ne sont pas importantes. Il va te permettre d'agir. Mm-hmm. Mais les autres composantes du cerveau qui te permettent de te souvenir de tout ça ne fonctionnent pas. Donc, en fait, tu es toujours conscient. Tu es conscient. Si tu n'étais pas conscient, tu n'allais pas conduire pour arriver chez toi. Uh-huh. Tu es toujours conscient. Mm-hmm. Mais il a pour rôle de faire en sorte de t'amener à bon port. Et comme les autres composants du cerveau qui augmentent ta sensibilité, ta perception, n'ont pas fonctionné, tu oublies la plupart des choses qui sont intelligibles, intellectuelles. Ouais. Ce n'est pas les mêmes zones du cerveau qui sont concernées. Cet instinct primitif-là, il est basé vraiment sur des cerveaux très primitifs qu'on appelle le cerveau limbique. Le cerveau limbique. Ou c'est quoi, les limbes? Non. Ce sont des structures comme l'hippocampe, l'amygdale, etc., le cortex singulaire. Ce sont ces cerveaux-là qui sont la base de nos émotions, de notre survie et de notre capacité d'apprendre qui sont sollicités. Tu as parlé de plusieurs zones du cerveau. Plusieurs zones du cerveau. L'autre zone du cerveau qui nous confère cette capacité intellectuelle qui fait de nous des personnalités différentes des animaux, c'est le cortex. Okay. C'est la surface du cerveau qui se développe, qui est plissée là quand on regarde, qui se développe en dernier, qu'on appelle le néocortex. Et la partie logée dans le front, la partie frontale, c'est elles qui sont à la base, c'est cette partie-là qui est à la base de nos capacités intellectuelles. Ok, donc ici, quand cette zone, elle est mal formée, ou elle est touchée, où il y a un dysfonctionnement, on a des syndromes préfrontaux, oui. Des difficultés d'apprentissage. Voilà. Waouh. Ça touche notre personnalité, une partie de notre mémoire. On a des difficultés à planifier, à réfléchir, à prévoir, etc. C'est ce qu'on appelle les fonctions intellectuelles. Et dans les cas où, par exemple, là, on touche un peu à la psychologie, la psychanalyse, oui. Dans les cas où on a des cas de dépression, oui. On a des cas de schizophrénie ou d'autres pathologies mentales, quelles sont les régions du cerveau qui sont en général touchées et qu'est-ce qui déclenche en fait ce dysfonctionnement dans le cerveau? Le cortex préfrontal est touché dans ces deux types de maladies. Okay. Les schizophrénies font partie des psychoses et les dépressions font partie des maladies qui dépriment un peu le comportement. Ce sont d'ailleurs les deux formes majeures des pathologies psychiatriques qu'on observe en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire. Les dépressions. Les dépressions. Beaucoup de dépressions. Et puis les psychoses. Les psychoses. À quoi c'est dû? Plusieurs raisons à ça. À
des problèmes que nous avons vécus dans notre enfance et qui peuvent, avec un facteur déclenchant au cours de notre vie, qui peuvent déclencher ces pathologies. Donc, un fort traumatisme. Fort traumatisme, un manque d'affection, un manque de relations interpersonnelles, etc., un manque de confiance en soi, des chocs émotionnels, etc., la perte de quelqu'un qu'on aime, la perte de son mari, de ses parents. Et si on est hypersensible, tout ça, ça peut déclencher des dépressions si on n'est pas pris en charge, on n'est pas accompagné. Est-ce que tu as remarqué dans ton domaine, en tant que psychologue, neuropsychologue, au cours de ces 20 dernières années, est-ce que tu as remarqué une évolution, en tout cas des cas de dépression, de schizophrénie, de psychose dans ton cabinet, en termes de volume de patients que tu reçois? Oui, de volume, pas parce qu'il y a de plus en plus de dépression, mais parce qu'on détecte mieux. Les gens ont pris l'habitude d'aller voir des psychologues, des neuropsychologues, des psychiatres. Les gens ont voyagé, ils ont étudié aussi, ils ont compris que ça devient important, que la santé mentale est importante. Mais ce qui augmente, c'est surtout le stress. Beaucoup de stress. À cause de notre mode de vie. Oui. Beaucoup de stress qui peuvent conduire à la dépression ou à la schizophrénie. Est-ce que finalement le développement n'est pas ce qui... on n'est pas un couteau à double tranchant. Quand je parle de développement, l'accès à toutes ces technologies, le travail, le stress au travail, par exemple, les responsabilités aussi, parce qu'avoir beaucoup de responsabilités familiales aussi, c'est un facteur de stress et tout. Est-ce que tous ces éléments, finalement, parce que quand tu vas au village, j'ai fait un petit tour dans la région du Tampi, en tout cas, dans certaines zones reculées, mais tu vois des gens, ils sont, comme on dit, zen. Il est loin de tout, on va pas dire développement, mais en tout cas de la ville. Et il n'a pas la même pression que nous. Et tu vois que la personne est en très bonne santé pour son âge. Tu peux avoir des personnes âgées qui sont en très bonne santé, qui sont en forme et tout, qui n'ont pas de problème de santé mentale. Est-ce que finalement le développement n'est pas un couteau à double tranchant? C'est vrai, la vie en ville, la vie dans des structures modernes, soi-disant, est une vie très stressante. Pourquoi? Parce qu'on a oublié une règle simple. Tu prends une structure biologique, elle s'active et elle se repose. Oui. Pourquoi? Parce qu'elle va utiliser l'énergie, le sucre qui l'active, et puis se reposer pour refaire cette énergie. Donc, tout individu doit être actif, il doit se reposer. Il doit se détendre. En ville, on a oublié ça. Oui. Tout simplement. On est à fond, à 100%, on a un rythme oui. où on croit qu'on est très important, on croit qu'il faut faire des choses, on oublie de prendre des vacances, etc. On a d'autres types de valeurs. Vous regardez les personnes qui sont dans les villages, ils ont un rythme simple. Ils vont au champ, ils reviennent, ils mangent en famille, ils se reposent, ils dorment et ils repartent. Ce n'est pas des gens qui vont veiller jusqu'à 2 heures du matin parce qu'ils ont un problème. Ah, c'est une balle perdue pour beaucoup d'entre nous. Vous voyez? Oui. Ce n'est pas des gens qui vont, quoique ça arrive maintenant chez les jeunes qui sont dans les villages, qui vont être accrochés au téléphone au point de diminuer leur heure de sommeil. Oui. Donc, nous créons des problèmes parce qu'on n'explique pas assez, moi je pense, à l'école, les problèmes psychologiques simples et puis les règles biologiques simples. Il faut se reposer, il faut se distraire. Il faut se détendre. Le travail n'est pas tout. On travaille pour bien vivre. On ne vit pas pour travailler. Si on oublie ces règles, on est stressé. Pourtant, c'est très simple. Très simple. Donc, on se met la pression. Très simple. Par exemple, les routines. Nous sommes des animaux qui ne sont pas faits pour rester sur place. Oui. Nous sommes des animaux qui bougeons. Nous ne sommes pas sédentaires. D'accord? Oui. Mais qui fait ces 30 à 45 minutes d'activité par jour? Je me fais
Je me sens indexé. Nous sommes assis au bureau pendant 6 à 7 heures. Ouais. C'est pas bon. C'est la sédentarité. Ce n'est pas bon du tout. Ça favorise l'apparition des graisses abdominales Oui. dont la décomposition peut entraîner des cancers. Toutes les 1h30 ou 2 heures d'assises doivent être entrecoupées par 5 à 10 minutes d'activité physique. Marcher. Sinon, on est sédentaire. C'est la nouvelle maladie. Donc, en ville, on s'interdit de se reposer, Ouais. on s'interdit de vivre, on s'interdit de prendre du temps pour nos familles, etc. Ça crée des stress. Donc, on se met nous-mêmes la pression. Pourquoi? Je ne sais pas. On se met nous-mêmes la pression. Bien sûr, contre quoi on court? Mais en fait, on est dans une société où on se met la pression parce qu'on veut plaire à l'autre, parce qu'on veut être apprécié. Quand tu prends par exemple les week-ends, on n'a pas de week-end. Oui. On va accepter d'aller à un mariage, un baptême, une activité extra professionnelle. C'est-à-dire que le week-end même qui doit servir à nous reposer, oui. il ne sert plus à ça. Il sert seulement à remplir d'autres cases de rendez-vous. Mais ce n'est pas que le week-end qui doit servir au repos. C'est ça. C'est tous les jours. Tous les jours. Dans les 3 éléments que l'on prend en compte pour le bien-être, définis par l'OMS comme étant une bonne santé physique, une bonne santé mentale. D'accord? C'est quoi? Bien s'alimenter, une alimentation équilibrée, bien dormir, Oui. 8 heures par nuit. 8 heures par nuit. D'accord? Bien dormir et faire une activité physique régulière. Dans régulier, si vous faites une fois tous les 2 jours, 30 à 45 minutes, c'est bien. Mais le mieux, c'est 30 à 45 minutes d'activité physique par jour. Professeur Antoine Tako, quel sport tu pratiques chaque jour? Le vélo à la maison. Ok. Les matins, je me réveille quand je peux à 5h30. Sinon, à 6h, je fais 30 minutes à 40 minutes de vélo par jour chez moi. Antoine, tu parles fort dans mes oreilles. Les week-ends et jours fériés, quand je peux, je marche. Ouais. Parce qu'en réalité, à partir d'un certain âge, ce qui est bénéfique, ce n'est pas les sports portés, ce sont les sports où les pieds touchent le sol. Ok. C'est bénéfique pour nos articulations, pour nos muscles, pour notre système cardiovasculaire, pour le cerveau, pour la régénération des globules rouges, parce que la moelle osseuse travaille bien pour remplacer nos globules. C'est bénéfique pour tout. C'est pour ça qu'à partir d'un certain âge, on ne demande pas aux gens de faire du sport. On demande de faire une activité physique. Bouger. Marcher. Bouger, jardiner, c'est bien. Oui. D'accord? Marcher, c'est bien. Pas flâner. Marcher quand même à un certain rythme. Ok. 30 minutes par jour. Vous pouvez ne pas le faire d'un coup. Vous pouvez le faire 10 minutes une fois, 10 minutes une deuxième fois, 10 minutes une troisième fois. C'est suffisant. Marchez de sorte que votre cœur se dilate bien, vos vaisseaux se dilatent bien et que le sang passe bien et que le sang nourrisse bien tous nos organes, dont le cerveau, en glucose et en oxygène. Activité physique. Activité physique Tous les jours, régulière. 30 à 45 minutes. Alimentation variée, sommeil. À tous les âges. À tous les âges. Tu es jeune, tu es dans la trentaine, la quarantaine et même au-delà. Activité physique tous les jours. Et pour ça, il faut avoir des routines. Oui. Il faut s'imposer une discipline. Une discipline. Les routines, c'est comme moi, je me réveille, activité physique sportive. Je mange, je me mets à travailler, je m'arrête, je fais des choses qui me font plaisir. Ma femme insiste toujours pour qu'on sorte. Elle trouve qu'on ne sort pas assez, je vais l'écouter. Hein? Pourquoi tata? Hein? Qu'on sorte assez. Ouais. Avoir des moments de qualité avec les enfants, avec la famille. Tout ça contribue à nous faire plaisir et entretenir notre bien-être. Sinon, on se crée des problèmes. Énormément de problèmes. Et on a vu dernièrement la vague
en juillet, surtout en juillet, une vague de suicides. On a eu un gendarme qui s'est jeté du pont général de Gaulle, un étudiant également. À quel moment, en fait, on bascule? Est-ce que, en tant que neuropsychologue, en tant que psychologue praticien, tu sais détecter le moment de basculement chez un patient Absolument. qui va commettre un suicide? D'accord. Avant d'arriver à la réponse sur le suicide, tu m'avais posé la question sur comment la neurobiologie étudie, par exemple, les AVC. Donc, quand on a étudié, on sait dans quelles conditions arrivent les AVC. C'est quoi un accident vasculaire cérébral? C'est quand, pendant une certaine durée variable, le cerveau n'est plus alimenté en oxygène et en sang. Le sang qui apporte le glucose et l'oxygène. Ça peut être dû à quoi? Ça peut être dû au fait que le métabolisme de notre corps est tel qu'on produit trop de caillots sanguins. OK. Où il y a trop de graisse dans nos artères qui peuvent se détacher et aller boucher les vaisseaux. Donc, les vaisseaux qui sont bouchés, qui irriguent un certain territoire du cerveau, n'arrivent plus à irriguer ces territoires du cerveau. Ces cellules vont être en souffrance. Ça va créer un AVC qu'on appelle ischémique. Ou bien, c'est les vaisseaux qui éclatent parce que fragilisés et le sang sort et comprime la partie du cerveau où le vaisseau a éclaté. Les cellules meurent. C'est une urgence. On doit intervenir dans l'heure qui suit ou au plus dans les 6 heures. Sinon, les conséquences sont irréversibles. Si l'AVC s'est passé du côté gauche, on va avoir le côté droit de notre corps qui est plus ou moins paralysé parce que c'est le côté gauche du cerveau qui contrôle le côté droit du corps. Et inversement, le côté droit du cerveau contrôle le côté gauche du corps. Et chez 90% des sujets, c'est notre cerveau dominant, c'est le cerveau gauche. C'est pour ça qu'on est droitier. D'accord? Oui. Mais c'est dans le cerveau gauche aussi que se trouve le langage, la zone du langage. Oui. Donc, si elle est lésée, on est incapable d'articuler. C'est pour ça que dans les AVC, souvent, on a des problèmes pour articuler. Voilà la neurobiologie, ce qu'elle permet d'expliquer. Et ça permet donc aux neurochirurgiens, aux neurologues de savoir pourquoi on est malade et où il faut agir. Et avec les nouveaux outils d'imagerie cérébrale, on a la radiologie interventionnelle qui permet aux neurobiologistes d'identifier les zones, de faire ce qu'il y a à faire. Ouvrir, peut-être aspirer le sang, les caillots, déboucher, couper les zones, les recoudre, revasculariser s'il faut, avec les différentes techniques qui sont à leur portée pour permettre au cerveau d'être de nouveau alimenté. En conclusion, un cerveau qui manque de sang, manque de glucose et d'oxygène, les cellules qui sont concernées meurent. Ça se traduit par un AVC ischémique ou hémorragique. Ça fait peur. Hein? Les AVC hémorragiques représentent 20% des AVC. En Côte d'Ivoire? En général? En général. Les AVC ischémiques représentent 80%. Wow. Voilà. Donc, c'est une urgence. Et quand vous avez ça, vous appelez les neurologues. Hein? Et là où vous pouvez être pris en charge, c'est le CHU de Yopougon qui a remis en place l'urgence radiologique pour le cerveau. Ah, OK, ça a été réhabilité. L'urgence a été réhabilitée. Mais les grands cas d'intervention sur le cerveau se font aux urgences du CHU de Yopougon. Les autres cas se font à l'hôpital du Pont. Mon père que tu connais a eu 3 fois un AVC ischémique. La première fois, il ne savait pas. Oui. Et la deuxième fois, c'est moi, lorsque je l'ai vu à la maison, avec la partie, je pense, gauche qui commençait à... son visage à se paralyser. Et je lui ai mis la pression pour qu'on aille rapidement à l'Institut de cardiologie de Trècheville pour être pris en charge. Et la troisième fois, bon, je n'étais pas là, il était chez lui et à 4 heures du matin, il est tombé. Là, c'était encore plus grave. Et comme tu l'as dit,
la partie gauche, donc la partie droite de sa... Non, plutôt sa partie gauche, en fait, de son bras. Oui. Son bras, en fait, n'est plus fonctionnel, problème de marche. D'accord. Lui, il a eu un AVC du côté droit. Du côté droit, exactement. Donc, ça a été beaucoup plus grave. En général, on a combien de temps pour réagir lorsqu'on est face à quelqu'un? Déjà, quels sont les signes pour savoir si une personne a un AVC, est en train de faire un AVC? Et on a combien de temps pour réagir, pour lui sauver la vie? Vous regardez le visage. Si vous voyez que le visage est déformé, la bouche est tordue, il faut agir tout de suite. Si vous voyez qu'il y a une des paupières qui ne fonctionne plus et un côté du visage semble être affaissé, il faut réagir. Demandez-lui de tendre les deux mains de façon horizontale. Si vous voyez qu'il n'est pas capable, il faut réagir. S'il a du mal à articuler, il faut réagir. Voilà les symptômes basiques sur lesquels on peut se baser pour réagir. Quand je dis réagir, vous allez tout de suite en urgence. À l'Institut de cardiologie, urgence dans les CHU. Eux, ils vont déterminer où il faut vous envoyer. Ne pas négliger nos urgences. C'est vrai que nos hôpitaux ont mauvaise réputation en général. Réputation, hôpitaux publics aussi. Les hôpitaux publics, mais il faut aller aux urgences. Oui. Aux urgences pour qu'on prenne en charge la personne pour l'adresser là où il faut. Maintenant, j'en reviens à la question sur le suicide. On a été formé il n'y a pas longtemps. On a créé une ONG qui s'appelle l'ONG Action Psy. Où on s'est rendu compte que la santé mentale n'étant pas trop prise en compte, nous, les psychologues, psychiatres, neuropsychologues, nous avons une obligation d'aller vers la population pour sensibiliser sur les traumatismes psychiques, sur les maladies psychiques. Nous avons une obligation de faire un plaidoyer auprès de nos autorités pour que la santé mentale soit érigée en urgence nationale sur les 10 années à venir. Pour que ce soit vulgarisé et que tous les polytraumatisés, je dirais 70 à 80% de la population ivoirienne est polytraumatisée, puissent être pris en charge. Pourquoi? Nous avons subi des guerres dues aux problèmes politiques. Depuis les années 90 jusqu'à aujourd'hui, on a des soubresauts politiques. À chaque élection, à chaque problème politique, il y a des morts, il y a des gens qui sont témoins de tout ça, qui ont vécu des problèmes, qui ont perdu des biens. C'est des traumatismes. Si on n'est pas pris en charge, ben, on aura des comportements bizarres. Et on aura de plus en plus de dépression, on aura de plus en plus de psychoses, de schizophrénie, on aura de plus en plus de maladies psychiatriques, au pire des cas, ou des maladies psychologiques, ou des troubles psychologiques, au moins pire des cas. Donc, c'est une obligation d'avoir un programme de santé mentale. Le programme national de santé mentale s'attelle à ça, mais je pense qu'ils n'ont pas assez de moyens, ce n'est pas suffisant. Nous, qui sommes dans le domaine, nous devons, merci de m'inviter, permettre de vulgariser ces questions. Nous devons vulgariser le plus possible les questions liées à la santé mentale. Aller chez un psychologue ou chez un psychiatre, ça ne veut pas dire forcément qu'on est fou. Il ne faut pas en avoir peur. Quand on a le palu, on va voir le médecin. Donc, quand on a des troubles psychologiques, de la même façon, on doit obligatoirement aller voir le médecin. Certains pensent que la religion peut résoudre tout. C'est vrai, à un certain niveau. Mais il y a des choses que la religion ne peut pas. Voilà. Il faut un spécialiste qui a été formé à ça pour permettre de régler ces problèmes. Donc, on sait déceler les cas d'urgence dans le suicide et si la personne vient consulter, on sait déceler que la personne n'est pas loin de passer à l'acte. C'est un cas urgent et on fait ce qu'il faut. En général, il faut l'hospitaliser. Parce qu'en général, les personnes qui sont près de passer à l'acte, la veille ou le jour même, tu les vois tout sourire, en train de rigoler avec toi, en tout cas pour les cas dont j'ai entendu parler, en train de rigoler avec toi, tout sourire. Et puis l'heure d'après ou le lendemain, on apprend que cette personne s'est donné la mort en fait. Donc, comme tu l'as dit,
c'est un cas d'urgence. La santé mentale, de la même manière dès qu'on a une alerte, le côté physique, on va dire perceptible, on va avoir un médecin pour le palu, pour autre chose, pour un mal de ventre ou autre. Mais on a tellement négligé, c'est aussi ça, un sujet tabou, hein, comme tu l'as dit, parce que on associe le fait d'aller chez un psychologue, on l'associe à de la folie. Et à la stigmatisation. À la stigmatisation. Mais je pense que de plus en plus, avec la libération de la parole, grâce à Internet et grâce aux cas qu'on a pu voir, de plus en plus, on commence à beaucoup plus s'exprimer sur la santé mentale. On a eu même des chanteurs comme Suspect 95 ou d'autres Kérosène qui en ont parlé ouvertement, qui se sont exprimés là-dessus, ce qu'ils ont vécu dans la dépression. Donc, de plus en plus de personnes en parlent. Peut-être que pour sauter le pas maintenant, il faut faire comprendre que de la même manière qu'on consulte chez le généraliste, c'est à peu près le même prix aussi qu'on consulte chez le psychologue. Ou chez le psychiatre. Chez le psychiatre, par exemple. La plupart des psychiatres... C'est pas cher. Si, c'est un peu cher. C'est un peu cher. C'est un peu cher. Combien la consultation? C'est entre 20 000 et 30 000 la consultation. Ok. C'est un peu cher. Ce n'est pas remboursé. Oui, ça, c'est pas remboursé. Ni par les assurances, ni par la CMU. Oui. D'ailleurs, il faut... Est-ce qu'il ne faudrait pas faire un plaidoyer pour que, par exemple, la CMU, pour rendre encore plus accessible aussi l'accès aux soins? Tout à fait. C'est pour ça que et le Programme national de santé mentale et nous, les praticiens et les ONG, devons faire des plaidoyers pour que la santé mentale soit prise en compte. Même dans les pays comme la France, qui est notre référent. La France, le remboursement de ce type de consultation, ce n'est pas évident. Voilà. Donc, il faut que ce soit remboursé. J'espère que la Côte d'Ivoire sera l'un des premiers pays, en tout cas en Afrique de l'Ouest, à l'intégrer dans sa couverture maladie universelle. Comment y arriver? C'est éduquer la population à savoir détecter les signaux qui montrent que la personne n'est pas bien. Oui. Donc, cette sensibilisation-là, elle doit être faite. La RTI, Média d'État, qui est vue sur tout le territoire national, devrait être encouragée à faire des émissions sur ça, des vulgarisations. Comment détecter chez une personne qu'elle souffre? Comment convaincre la personne d'aller voir un psychologue? Développer dans la population l'empathie. Développer la capacité d'écoute. Parce que cette capacité d'écoute, elle n'existe pas. On a de l'humour, c'est bien. Ça nous permet de gérer certaines situations. De cartassiser un peu. Mais trop d'humour empêche d'écouter. Trop de banalisation empêche d'écouter, d'être attentif aux signaux qui devraient nous alerter. Vous avez une personne qui est bien, sous tout rapport, et puis face à une situation, elle a un comportement qu'on ne comprend pas, ça doit nous alerter. Vous devez prendre le temps de l'approcher pour essayer de comprendre pourquoi la personne a agi comme ça. Si elle refuse de vous parler, voir si vous ne pouvez pas la convaincre de consulter. C'est difficile aussi de convaincre de consulter, de convaincre quelqu'un de consulter parce que tu auras l'impression que la personne se braque. Elle peut se braquer, mais vous pouvez trouver dans son entourage quelqu'un qui a un ascendant naturel sur lui. Une personne que la victime, la patiente, respecte beaucoup, écoute beaucoup. Vous passez par elle pour la convaincre. On a chacun autour de nous quelqu'un qu'on aime beaucoup, qu'on respecte. Quelqu'un qui a un ascendant naturel sur nous. On peut passer par elle. Quand j'ai quelqu'un à t'envoyer, tu la connais très bien. On va essayer de la convaincre. Elle est très têtue. Donc, l'écoute doit être mise au centre de notre vie. Nous devons être capables d'écouter nos proches, nos enfants, nos conjoints, nos parents, nos amis, notre entourage, nos collaborateurs. Être capable de déceler chez eux une souffrance qui est tue. Ça se voit dans leur comportement, ça se voit dans leur langage corporel, ça se voit sur leur visage, des rides qui se creusent, le visage qui est fatigué, les cheveux qui se cassent, etc., etc.
la lumière, la vitalité de l'œil Qui disparaît. etc., etc. Les rides autour de la bouche qui se creusent. Ouais. La peau qui est Terne. qui est terne. Tous ces signaux corporels doivent nous attirer. Ouais. C'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles les coiffeurs sont des beaux psys. Oui. Je crois qu'il y a un programme Exactement. Blue Foundation qui a formé des coiffeuses ivoiriennes à pouvoir également, parce qu'en général, les coiffeuses, détecter. Voilà, elles ont l'habitude de causer, discuter avec leurs clientes. Donc, pendant la discussion, elles sont amenées à essayer de déceler chez elles. Absolument. Exactement. Les cheveux cassants sont un signe de stress ou de détresse ou de dépression. D'accord? Donc, arriver à convaincre la personne. Maintenant, ce que les gens ne savent pas, c'est que tous les psys ont une obligation de réserve. Comme les médecins, la plupart des médecins d'ailleurs, eux aussi ont une obligation de réserve. Oui. On ne juge pas là-bas, on comprend. C'est-à-dire toutes les réactions, quelles qu'elles soient, quand vous les posez au psychologue, il essaie de comprendre comment vous en êtes arrivé là pour mieux vous aider. C'est tout. On peut descendre dans votre petite enfance tout au long de votre vie. Quels sont les traumatismes précoces qui ont déterminé votre personnalité et qui ont forgé votre caractère, votre comportement, vos attitudes plus ou moins adaptées d'aujourd'hui. C'est ça. Ils sont formés à ça. Pas de jugement. Pas de jugement. Pas de jugement. Ils accueillent tout le monde. En fait, le psychologue, il pose des questions, mais il n'est pas là pour répondre à la question à ta place, en fait. Il te guide. Il est là pour vous permettre, malgré votre fragilité, de vous rendre compte que vous avez une force en vous-même que vous soupçonnez. Et cette force-là vous permet, avec des techniques, de surmonter les problèmes que vous avez. Et c'est ça, son rôle. Ouais. Il ne répond pas aux questions à votre place. Non. Rendez-vous chez les psychologues, même quand on n'a pas de problème. Je pense que c'est important aussi de discuter. Et puis, éviter ces genres de phrases comme « ça va aller ». C'est très ivoirien, ça. Voilà. Ça va aller. Dieu fera. On gère. On gère. Non. Une écoute attentive. Une écoute dans laquelle vous ne jugez pas. Si vous jugez la personne, vous érigez un mur. Vous ne l'écoutez pas. Vous ne la prenez pas comme une personne qui a des émotions négatives ou positives et qui peut valablement et en toute confiance s'adresser à vous et avoir une oreille attentive. Parfois, ça peut suffire à aider la personne. Écoutez. Est-ce qu'il faut avoir une certaine intelligence émotionnelle aussi? Absolument. C'est quoi l'intelligence émotionnelle? Cette capacité de comprendre l'émotion de l'autre, de la recevoir, de lui permettre de l'exprimer et de ne pas la juger. Oui. Ouais. Elle permet de s'adapter à toutes les situations, quelles qu'elles soient, de pouvoir aussi recevoir ses propres émotions, parce que recevoir l'émotion de l'autre peut faire vibrer nos émotions personnelles, nous mettre en détresse, nous faire perdre pied. Donc cette intelligence-là, émotionnelle, elle nous permet de nous adapter aux situations. Les émotions ne sont pas si négatives que ça. Non, il faut savoir c'est comme les accepter. Les accepter, en fait. Les identifier, les accepter, les analyser, et puis après, réfléchir. Et aussi reconnaître ses forces et ses faiblesses. Absolument. Souvent, on entend femme battante. Non, tu es un homme, tu dois être fort. Tu ne dois pas pleurer. C'est ce qu'on apprend aux petits garçons quand ils sont petits. Exactement. Pour les femmes, on a développé ce nouveau langage aussi pour la femme forte et tout. Etc. Et finalement, on nie nos émotions. On se dénie le droit de pouvoir pleurer, d'avoir des émotions, de pouvoir craquer aussi. Absolument. Et tout parce que la société est une société de performance où on défie la performance, surtout au travail, dans la vie. On n'admet pas des faiblesses. Exactement. C'est pour ça d'ailleurs que vous allez remarquer que à la place des théories habituelles de management, les résultats des neurosciences ont permis de développer la notion de leadership.
où on prend en compte non plus uniquement les performances, on comprend qu'un individu performant, c'est quelqu'un dont les émotions ne sont pas niées, ne sont pas tues dans le cadre du travail. Oui. Ça s'appelle le neuromanagement. Ça entraîne la notion du leadership. Un travailleur, ce n'est pas un bout de bois. Comment il est arrivé le matin? Est-ce qu'il a fait palabre avec sa femme? Hein? Je vais vous prendre un exemple. Quelqu'un qui a un métier où les process sont tels qu'il n'a pas droit à l'erreur. Il a un chariot élévateur, il s'approche de l'avion, il doit mettre le chariot élévateur au niveau de la partie de l'avion où il faut pour transvaser les conteneurs, pour la nourriture. Et puis, il vient de recevoir 30 secondes avant un coup de fil de sa femme. Il est tellement énervé, après avoir raccroché, que le chariot élévateur cogne l'avion, ça bousille l'avion. Oui. Vous imaginez les conséquences? Les conséquences pour l'entreprise oui. qui l'engage. $100 Vous imaginez les conséquences pour un chirurgien qui s'apprête à intervenir sur un enfant qui a une urgence médicale. On doit opérer son cerveau. Et puis, il tremble de colère parce qu'il n'a pas réussi à gérer cette colère. Donc, on ne peut pas nier nos émotions. Il faut savoir les accepter, les canaliser. Et puis, il y a des méthodes de relaxation qui vous permettent de les gérer et pouvoir capable d'affronter les situations qui vous arrivent au quotidien. Voilà. Donc, fréquenter les psychologues aussi, c'est apprendre toutes ces méthodes-là. Discuter beaucoup avec eux. Discuter avec eux. Si vous avez un ami psychologue, vous êtes chanceux. Mais il y a les coachs aussi. Hein? Les coachs. Oui, ça, c'est un autre, certifiés aspect, oui. Qui sont formés, mais ils utilisent les résultats des neurosciences pour adapter leur coaching. Qu'est-ce que tu penses de ces coachs certifiés? Est-ce que il faut que si les coachs on ne soient peut pas aller chez un psychologue, on peut aller chez un coach certifié? Est-ce qu'on peut aller chez un coach certifié? Ça dépend pourquoi. Pour le développement personnel, vous pouvez aller chez les coachs. D'accord. Mais les problèmes liés à la vie, voilà, vous devez aller voir un psychologue. Parce que si le psychologue ne peut pas, il va vous dire ça, ce n'est pas de mon ressort, c'est du ressort du psychiatre qui, lui, est un médecin qui peut vous donner des ordonnances parce qu'il y a des moments où il faut des médicaments. Exactement. Je prends la dépression, par exemple. La neurobiologie a montré que dans la dépression, on observe une perturbation de la neurochimie au niveau du cerveau. Et les molécules qui sont concernées, c'est la sérotonine. Donc, c'est un défaut de sérotonine, suivi d'un défaut de noradrénaline. La sérotonine est liée à l'humeur, la noradrénaline, notre capacité à agir, la vigilance, etc. Excuse-moi. Constant, tu bois de l'eau. Excusez-moi. C'est tellement passionnant. Donc, OK. Déficit de sérotonine. Non, en fait, j'ai cru que c'était le... Ah, OK, d'accord. Donc, vas-y. Déficit de sérotonine et déficit de noradrénaline. On sait que dans notre cerveau, 20% de la sérotonine dans les conditions normales se fixe sur les récepteurs pour que notre comportement soit normal. OK. 80% de la sérotonine est recaptée par le neurone qui vient de le libérer pour diverses raisons. Donc, les médicaments qu'on va te donner, ce sont les inhibiteurs sélectifs de la récapture de la sérotonine. Ça veut dire quoi? On empêche les 80% qui sont recaptés dans les conditions normales de ne pas être recaptés, mais d'être disponibles pour être utilisés par le cerveau. Okay. Donc, on bloque les récepteurs. Donc, on injecte un produit qui va bloquer ces récepteurs, qui va verrouiller pour ne pas que les récepteurs récupèrent la sérotonine pour qu'ils soient disponibles pour le cerveau. C'est pour ça qu'on appelle les inhibiteurs sélectifs
de la recapture de la sérotonine pour que les symptômes de la dépression soient corrigés. On va aussi donner des médicaments qui sont les inhibiteurs sélectifs de la recapture de la noradrénaline. Donc, ça corrige l'humeur, ça corrige l'apathie qu'on observe et la fatigue qu'on observe chez... Donc, il y a une partie médicamenteuse. Oui. Mais il y a toujours une partie de psychothérapie où on essaye de régler les problèmes qui ont conduit à la dépression pour éviter les rechutes. C'est ça, régler naturellement avant d'arriver aux médicaments. Voilà. Parce que quand on arrive aux médicaments, c'est que c'est un peu plus... Il faut corriger le cerveau. Il faut corriger le cerveau. Dans la schizophrénie, il y a un excès de dopamine. Donc, il faut diminuer le taux de dopamine. Vous voyez? Donc, la connaissance du fonctionnement du cerveau permet de faire comprendre au psychiatre pourquoi il utilise tel médicament plutôt que tel autre. Pourquoi il utilise un antidépresseur, pourquoi il utilise un antipsychotique. Voilà. Je pense que cet épisode-là, c'est vrai qu'il est très porté sur la neuroscience, la neurobiologie et tous les aspects de la psychologie, mais c'est important. C'est vraiment important parce que on vit dans une société, comme on l'a dit tout à l'heure, comme tu l'as dit tout à l'heure, où tout va tellement vite, où on ne se connaît pas, où on ne cherche pas à mieux se connaître, où on a peur même de se connaître. Absolument. Et souvent, lorsqu'on se confronte à nous-mêmes, parfois, c'est que c'est un peu tard. Et donc, j'espère que vous, chers abonnés, et tous ceux qui découvrent également ce podcast, des choses à dire, vous êtes en train de relativiser un peu sur tous les comportements que vous avez observés chez les autres ou sur vous-même. Et je voudrais profiter pour vous demander de vous abonner aussi à ma chaîne pour qu'on puisse atteindre les 10 000 abonnés. Je compte sur vous. Abonnez-vous aussi pour être informé en même temps des prochains épisodes. Et on continue avec mon professeur Antoine Tako avant de passer à ton parcours qui est très important aussi. Une chose, le comportement, qu'est-ce que c'est? C'est le produit du fonctionnement du cerveau. Il nous permet de nous adapter. Je l'ai dit tantôt. Donc, face aux sollicitations du milieu, aux sollicitations de l'environnement, notre comportement va être plus ou moins adapté. S'il n'est pas adapté, ce qu'on demande, c'est pouvoir analyser, pour voir pourquoi et corriger. En général, le cerveau arrive à le faire. Mais nos peurs, nos blocages, nos pensées négatives nous empêchent parfois d'agir. Parfois, les peurs ne viennent pas d'un stimulus, de quelque chose qui est réel. Oui, on s'invente aussi. On s'invente des peurs. C'est pour ça que souvent, il faut se connaître. Faire des tests de personnalité. Nous, on a un test qu'on appelle le test de Jung, qui permet de connaître nos schémas précoces de personnalité. Quels sont les éléments dans notre personnalité qui font qu'on est comme ça? Est-ce qu'on a peur de l'abandon parce qu'on nous a abandonnés? Est-ce que le papa est parti, la maman est partie? Est-ce qu'ils ont divorcé? Est-ce qu'il y a eu palabre? Et puis quand je suis arrivé dans la nouvelle famille recomposée, ma belle-mère m'a fait souffrir. C'est ça. Est-ce que quand j'étais petite, mon père s'occupait bien de moi et puis je ne sais pas pourquoi il ne s'occupe plus bien de moi? Est-ce qu'on nous a dit tu es bête pendant toute ta vie? Donc, on a bloqué nos capacités de travail parce qu'on a inculqué en nous ce qu'on appelle l'impuissance apprise qui nous a conditionnés. Est-ce que tous ces conditionnements-là ont abouti à des éléments négatifs dans nos pensées, dans nos comportements? C'est ça que le psychologue vous apprend à connaître. Donc, on essaye de faire des formations de vulgarisation sur des thèmes pour permettre aux gens de comprendre ça. Personne n'est parfait. Oui. Un homme parfait, ça n'existe pas. Personne n'est parfait. D'ailleurs, tous ceux qui font le management, les trucs, aujourd'hui, on leur apprend à faire ce qu'on appelle l'analyse des forces et des faiblesses. Connaître ma faiblesse me permet de me poser une question. Comment puis-je transformer cette faiblesse en force quand j'en suis conscient? Et c'est pour ça que
La guérison chez le psychologue commence par la prise de conscience. De qui je suis? Quelles sont mes forces? Quelles sont mes faiblesses? Comment est-ce que je peux travailler sur mes faiblesses pour être beaucoup plus fort? Vraiment, c'est quelque chose d'important que tout le monde devrait avoir à l'esprit. Je ne suis pas parfait. Comment je peux améliorer mes faiblesses? Comment je peux renforcer davantage mes forces pour mieux naviguer dans les méandres de la vie, que ce soit au niveau personnel qu'au niveau professionnel. Voilà. Connaître ses faiblesses et surtout s'aimer. S'aimer. Profondément soi-même. Si vous ne vous aimez pas, personne ne vous aimera. Absolument. J'ai dit à une femme qui est venue, grosse, machin, tout ça. J'ai dit, madame, regardez-vous dans le moule. Ah non, je ne veux pas. J'ai dit, vous me permettez? Oui. Je vous fais une photo. Je mets sur mon vidéoprojecteur. Et puis, elle se met à rire, sourire. J'ai dit, regardez votre visage. Regardez ceci. Regardez cela. Bon, peut-être que la robe que vous avez mise ne vous met pas en valeur. Regardez. Bon, écoutez tel podcast que j'ai déniché sur les femmes rondes, belles, qui s'assument. Petit à petit, vous construisez ce qu'on appelle l'estime de soi. Vous lui apprenez à s'aimer. Et je lui dis, tel que vous êtes là, vous allez rencontrer quelqu'un qui va vous aimer tel que vous êtes. Vous avez dit, d'abord, vous allez vous méfier. Est-ce que lui, là, c'est pas un malot, c'est pas un VI, il veut pas profiter de ceci, peut-être que j'ai un peu d'argent, il veut... Non, il vous aime tel que vous êtes. Et il est sincère et vous allez vous rendre compte que vous n'avez pas besoin d'intégrer ça. Il va vous aimer tel que vous êtes et puis vous permettre d'avoir une bonne estime de soi et d'évoluer. Ça, c'est très important. Ouais. Quelqu'un ne vous aime pas, il n'a qu'à continuer son chemin. Quelqu'un qui vous aime va venir. Mais vous aussi, commencez par vous aimer. Faites ce qu'il faut pour vous aimer. J'ai souvent des tantis qui viennent me voir. Elles sont habillées dans des chemises pagne avec Jésus love you ici. Et puis quand vous regardez la forme de la chemise, on dirait un sac de riz dont on a coupé les côtés pour pouvoir mettre les bras et les pieds. Je lui fais une photo et puis je lui dis, toi-même, analyse. Est-ce que ça te plaît? Est-ce que toi-même, ce que tu vois, ça te plaît? Mais c'est-à-dire que mon mari m'a laissé. Oui, c'est pas grave. C'est pas une raison. Comme dit l'adage populaire ivoirien. Quand quelqu'un laisse, quelqu'un prend? Quand quelqu'un laisse, quelqu'un prend. Mais pour qu'on te prenne là, il faut qu'on voit tes qualités. Exactement, que tu te mettes en valeur. Si l'image que tu renvoies n'est pas positive, elle ne montre pas de toi-même ce que tu penses de toi, mais personne ne va te prendre. Exactement. Et la tante me dit, mais oui, mais toi, quand tu vas vieillir, tu vas voir. J'ai dit, mais tu me donnes quel âge? Elle avait 60 ans. Tu me donnes quel âge? Elle dit, je ne te donne pas plus de 50 ans. J'ai dit, madame, j'ai 67 ans. Ah. Elle me dit, quoi? J'ai dit, oui, j'ai 67 ans. Mais, je m'aime. Oui. Je fais ce qu'il faut pour m'aimer. Et puis, tout le monde ne peut pas vous aimer. On ne peut pas faire l'unanimité. Non. Même Jésus n'a pas fait l'unanimité. Mais alors, c'est vous qui vous aimez pas, qui passe son chemin. Cherchez plutôt les relations avec ceux qui vous aiment. Convainquez, travaillez. Et c'est ça qui va faire que maintenant, quand vous allez venir me voir là, faites comme si vous aviez rendez-vous avec votre amant. Exactement. Elle rit. Et la dernière fois, elle est venue, elle était parmi les patients qui attendaient. J'ai dit, la suivante. Et puis elle se lève. Puis je dis, entrez, madame. Elle dit, vous ne m'avez pas reconnu? Ah, ça, c'était elle. Moi, elle avait changé. C'est que ça a fonctionné. C'est que ça a fonctionné. Et c'est souvent, les blocages sont dans notre tête. C'est ce que nous appelons dans notre jargon les chaînes mentales. Ouais. Elles sont les plus difficiles à briser. C'est pour ça que nos habitudes sont les plus difficiles à changer. Ouais. Voilà. C'est un vrai travail intérieur qui demande de la discipline. Je voulais vraiment faire un point là-dessus pour permettre aux gens de comprendre. On a une masterclass là. À ce niveau-là, franchement, on a une masterclass. On va revenir à ton parcours. Très bien. Ton parcours scolaire. Déjà même ton enfance aussi, hein, parce que c'est vrai que c'est toi le neuropsychologue. Oui. Mais je vais faire aussi un peu ta psychanalyse pour plonger un peu dans ton passé,
dans ton enfance, où tu es né, où tu as vécu déjà. Comment s'est passée ton enfance? Très bien. Dans cette Côte d'Ivoire que beaucoup, certainement, n'ont pas connue, en tout cas, ma génération n'a pas forcément connu, ce bel endroit qu'on appelle la Côte d'Ivoire, où tu as vécu et ensuite tes années primaires, pardon, ensuite universitaires et autres. Mais déjà, où tu es né? D'accord. Quand est-ce que tu es né? Tu es jeune, tu es très jeune. Et voilà, on veut tout savoir. Très bien. Mon père est Bété, de Saïwa. Ma mère est Nafara, de sa mère de Bondoukou. OK. Et de son père de Sampa. Nafara, c'est une ethnie qu'on n'entend pas, beaucoup parler. Ouais, Voilà. Nafara. Nafara. Donc, mon grand-père maternel est de Sampa, la première ville après Soko, à l'est de la Côte d'Ivoire. OK. Au Ghana. Au Ghana. Et ma grand-mère maternelle est de Bondoukou. Mon père, c'est un ancien combattant. Okay. Il a fait la Seconde Guerre. Et quand ils ont fini la guerre, ils ont été réformés en douanier. Donc, c'est quand il était en poste dans l'Est, à Niblekro, et ensuite à Bondoukou Soko, qu'il a rencontré ma mère. Donc, on y a vécu. Et on était en quelle année comme ça? En 57. 57. Quand ma mère était enceinte, elle est venue à Trècheville, à l'hôpital de Trècheville, où je suis né, et on est retourné à Soko. J'ai grandi donc à Soko, à Niblekro. De Soko, on est rentré à Abidjan en 68. Mon père avait été donc affecté à la cire. Il était douanier pour gérer les quantités de pétrole brut qui rentraient, les quantités de pétrole raffiné qui partaient sur le marché ivoirien et sur le marché international. Donc, il a été douanier de 68 à fin 69 quand il est mort à la cire. On habitait à la cire. Donc, en 68, j'étais à l'école primaire publique de Vridi, en face de la cire. Ah, vous habitiez à la cire. On habitait à la cire. Okay. Ensuite, il a pris sa retraite. Je vais rappeler la cire, c'est la Société ivoirienne de raffinage. Il a pris sa retraite, on est allé à Port-Boué, et c'est là-bas qu'il est décédé. Quand il est décédé, on était dans une concession. Nos voisins sénégalais m'ont recueilli pendant 6 mois, le temps que je finisse ma scolarité, avant que mon frère aîné me récupère, mon frère Henri. Il y avait une grande différence entre vous en termes d'âge, toi et ton frère? Mon grand frère, oui. Il avait à peu près 12 ans entre lui et moi. OK. Et donc, lui, il s'est mis à travailler à la Sogefia. Il m'a pris. On a habité d'abord la Riviera. Ensuite, Vridi Sogefia, où il a été caissier. OK. Jusqu'à ce que je sois en terminale. Donc, en 78, j'ai eu mon bac. Un vieux bac, hein? C'était quel ministre à l'époque? On remonte. Oui, 78, je ne me souviens plus exactement. Je ne me souviens plus exactement de qui était là. En tout cas, c'était les bacs difficiles, là, probatoires. Voilà. Là. Je me demande si ce n'était pas à Montano. Je ne me souviens plus. 78, donc j'ai été au collège d'orientation de Trècheville, de la 6e à la 3e, au COT. Oui. Et puis de la seconde à la terminale au lycée classique. Au lycée classique. Avant d'arriver à l'université. Félix Houphouët-Boigny, où j'avais choisi d'abord médecine. OK. Pourquoi j'ai médecine? Fait un bac A, A2. Et à Vridi, on avait un tonton, le professeur Guégué André Théodore, qui était radiologue. Il nous a dit à son fils et à moi, docteur Guégué, aujourd'hui, vous voulez faire médecine, accompagnez-moi au bureau. Donc, on arrive au CHU. Et puis, il avait donc, premier patient, quelqu'un dont la jambe avait été happée par une machine. Wow. Au-dessus du genou. Donc, il saignait énormément. Il nous dit, voilà une jambe que je vais radiographie, fier, etc.
pour qu'on puisse mieux l'opérer. Quand j'ai vu tous ces C'est sangs, radical, hein? En même temps, il vous plonge directement sur le terrain comme ça. quand j'ai vu ça, j'ai vomi mon petit déjeuner. Mais c'est clair, c'est J'ai normal. couru pour aller changer mon choix. J'ai choisi psychologie au lieu de médecine. Bah attends, bah, il a été radical. Ah oui. Il t'a montré en même temps ce que tu allais voir peut-être au quotidien, Voilà. en fait. Son fils, il a eu le courage. Ah. Il a continué médecine. Ok. Donc, moi, je suis allé, j'ai été orienté en psychologie. J'arrive en première année de psychologie, donc à la fac des lettres et sciences humaines. Je me rends compte que la psychologie a une partie en lettres et sciences humaines, mais l'autre partie est distillée par la biologie. Puisque la psychologie, c'est l'étude des comportements humains et que la production du comportement et le fonctionnement du cerveau, on a une obligation de connaître un peu le cerveau. Donc, biologie en première année, deuxième année et en licence. Ça s'appelait la psychophysiologie. Le cerveau, le connaître et comment il fonctionne. Donc, nos enseignants qui faisaient la psychophysiologie m'ont repéré et en licence, ils m'ont demandé si je voulais faire la psychophysiologie qui se faisait en faculté des sciences. Donc, on était des étudiants bi-appartenants. On était à la fois en faculté de lettres et en licence, on était en lettres, sciences humaines et en fac des sciences. Ok. Donc, notre licence est double. La première partie de notre licence, qu'on appelle le premier certificat, C1, de psychologie générale et comparée, fac des lettres, et C2, de psychophysiologie, fac des sciences. Et après, j'ai fait ma licence de psychologie. Et donc, les enseignants qui étaient là, les blancs qui étaient là, m'ont demandé de faire cette partie-là. Donc, j'ai fait, après ma maîtrise, une partie spécifique en biologie qu'on appelle le CES, certificat d'études spécialisées. CES de physiologie animale, où je faisais le programme de licence et de maîtrise en une année. CES de biochimie générale et comparée, où je faisais en une année le programme de licence et de maîtrise de biochimie. C'est quand je finis cette année spéciale-là, en plus, en 83, que je suis allé en France pour faire le 2A de neurosciences. Ouais, moi, je suis né un an plus tard, en 1984. Continue. En 84, donc, 83-84, le 2A. 85-86, le doctorat de neurosciences, du 3e cycle de neurosciences à l'université de Bordeaux. Ok. Bordeaux 1, Bordeaux Sciences. Tu avais une bourse pour y aller? Au début, je devais avoir une bourse, mais à la fin, il y a eu un tel micmac, je ne voudrais pas trop parler de ça. Si, t'inquiète pas. Je suis parti sans la bourse. Ouais, pas tes propres moyens. J'ai demandé à ma sœur qui m'a payé le billet d'avion, qui m'a donné 300 000. Je suis parti. C'était beaucoup à l'époque, hein? Oui. Je suis parti. Et mon professeur, qui était donc un des professeurs qui venait nous donner des cours ici, professeur Robert Jaffar, il m'a dit, viens, je vais te faire travailler pour avoir un peu. Donc, quand je suis arrivé en décembre 1983, il m'a donc donné comme travail de faire les TP. Ce que je faisais déjà ici. Oui, les travaux pratiques, c'est ça? Au deuxième, travaux pratiques, aux première et deuxième année de psychologie en France. Ok. Ça me permettait d'avoir 1300 francs français. À l'époque, un franc français, c'était 100 francs, non? Oui, franc CFA. C'était... Un franc français, oui. 50 francs CFA. Puisque 1800 faisait 90 000. Voilà. Ok. Et jusqu'à février 84, où mes professeurs d'ici ont dit au ministère, mais c'est quand même pas normal. On l'a sélectionné, il était parmi les meilleurs pour aller, vous ne lui avez pas donné de bourse. C'était Bala Keïta qui était ministre à l'époque. Et on a fini par m'octroyer une bourse parce que le professeur Alassane Ndiaye, qui était doyen de la faculté à l'époque, s'est battu. Et en février 2024, j'ai reçu ma bourse. Mais comme j'avais pris l'habitude de travailler, j'ai continué de travailler. J'ai laissé donc ce travail de moniteur de TP à d'autres étudiants
qui étaient dans le besoin. Et j'ai rencontré, grâce à un ami, quelqu'un qui était dans la musique, un jeune Burkinabé, qui s'appelle Kijan, qui cherchait un bassiste. Et comme moi-même, j'étais bassiste, on a commencé à travailler. Ah, déjà, à Abidjan, tu pratiquais... Je faisais de la musique depuis la 6e. Ouais. Ah. Je fais de la musique. Et puis, donc, cette musique-là m'a permis de payer mes études. Ce qui faisait que ma bourse était devenue quelque chose un surplus. C'est ça, un surplus. Donc, j'ai fait le doctorat de 3e cycle de neurosciences que j'ai eu en juillet 86. Je suis rentré en octobre 86. J'ai commencé à travailler ici le 20 octobre 86. À l'université Félix-Houphouët-Boigny d'Abidjan. Félix Houphouët-Boigny. On appelait ça l'université d'Abidjan. D'Abidjan. Voilà. L'université de Cocody. L'université d'Abidjan, c'est devenu l'université nationale. La majeure partie de mes étudiants sont évidemment les étudiants de psychologie. Et l'autre partie, ce sont les étudiants de biologie et de physiologie. Voilà. Qui exercent aujourd'hui tous certainement. Hein. Voilà. La plupart des sont psychologues médecins, que vous avez ça. sont mes anciens étudiants. Parce que je veux dire, ta discipline, vous n'êtes pas nombreux dans ta discipline en tant que professeur, en tant que maître assistant, en tant que enseignant et tout ça. Vous n'êtes pas très nombreux. Dans le laboratoire, le plus grand nombre qu'on ait eu, c'était 9. Actuellement, depuis que nous sommes partis à la retraite, il en reste 4. Waouh! Pour toute la faculté. Pour toute la faculté. Pour toutes les neurosciences. Pour toutes les neurosciences. Mais est-ce que c'est prévu à l'intérieur du pays, dans les universités de l'intérieur du pays, est-ce que les neurosciences également sont intégrées dans les filières à l'intérieur du pays? C'est uniquement à Abidjan? Uniquement à Cocody. Uniquement à Cocody. Et en Afrique subsaharienne, de l'ouest et de l'est et du centre, c'est Cocody et Dakar qui ont les filières neurosciences. Dans toute l'Afrique de l'Ouest. Malheureusement, depuis quelques années, depuis que le ministère a pris sur lui de gérer les effectifs, de gérer les recrutements, mes étudiants de neurosciences qui sont recrutés sont envoyés à Korogo et à Daloa, où il n'y a pas de neurosciences. Il n'y a pas de neurosciences. Donc, pour travailler et évoluer, ils sont obligés de venir travailler avec moi. Or, depuis quelques années, 4 enseignants de rang A sont partis à la retraite. Le rang A, c'est le grade supérieur. C'est-à-dire maître de conférence, professeur titulaire. J'étais le seul professeur titulaire restant, les autres étant partis depuis longtemps à la retraite. Il y avait moi, le professeur titulaire, il y avait 3 autres collègues maîtres de conf. C'est nous qui avions en charge de faire les cours magistraux et de former les étudiants en master à la recherche, de les encadrer et à la thèse. Les maîtres assistants et les assistants qui sont les rangs B ne peuvent faire que les travaux pratiques et les travaux dirigés. C'est ça. S'ils font un cours, c'est sous la supervision d'un rang A. S'ils encadrent un étudiant de master ou de thèse, c'est sur la supervision d'un rang A. Donc, une filière ne peut exister que s'il y a au moins un rang A et puis un certain nombre de rangs B. C'est ça. Tous les rangs A de neurosciences étant partis à la retraite, il y a un risque sur la filière neurosciences à Cocody. Risque de disparaître. Malgré mes sollicitations, malgré ma demande, comme j'ai été planificateur, j'ai sonné le tocsin depuis 4-5 ans. Ni la présidence de l'université, ni le ministère n'a accédé à ma demande de faire revenir à Cocody les étudiants qui sont partis de Cocody, qui sont à Korogo, qui sont maîtres de conf en neurosciences. Il y en a un qui sont partis à Daloa, qui sont devenus maîtres de conf et maîtres assistants en neurosciences à Daloa, de venir nous remplacer pour que la filière continue. Donc, bien qu'ayant pris ma retraite en 86, à 65 ans. En 86 en 2006. 2006, pardon. En 2016. Voilà.
Excusez-moi, je me mélange. En 2016, à 65 ans, j'ai été obligé de continuer jusqu'à aujourd'hui. Ok. Voilà. 8 ans plus tard. 8 ans. De 2016 à... Non. J'ai commencé en 86. 86. Ta retraite. C'est pas en 2016. 2022. 2022, ok, d'accord. Je m'excuse. Je me mélange en 2022, j'avais 65 ans. Ok. Puisque je suis né en 57. Donc, à 65 ans, de 2022 à 2024, mes collègues et moi qui sommes partis à la retraite, nous avons continué d'encadrer les étudiants sans salaire ni contrat. Ah, sans salaire ni contrat. Wow, Voilà. c'est une dévotion. Hein? C'est plus qu'une vocation. L'université essaie de nous payer ça quand elle veut, sous forme de vacations. Voilà. Mais en juillet, j'ai décidé d'arrêter. Mes collègues aussi ont décidé d'arrêter définitivement. Donc, la filière risque de fermer à Abidjan. Tant pis, ils vont se débrouiller. Tu as pris ta retraite, tu vis ta vie. Tu as parlé de musique, parce que la musique, tu l'as pratiquée depuis la classe de 6e en tant que bassiste. Et je vois ton amour pour le jazz. Oui. Tu es membre d'une association. Vous initiez chaque année donc, un festival, un mini-festival de jazz qui se passe très bien. Tu peux nous en dire plus? Oui. Donc, depuis la 6e, j'ai d'abord appris la musique à l'école. OK. De façon théorique, ça nous avait un peu embêtés. On fuyait le coup et finalement, bon, on a constitué un groupe. Petit à petit, nous sommes arrivés. Mon premier professeur de musique, avant même d'être arrivé en 6e, c'est le cardinal. Le cardinal. Jean-Pierre Coutoua. OK. Il était le curé de l'ancienne cathédrale. C'était paix à son âme. Voilà. Non, il n'est pas. OK, d'accord. C'est celui qui vient d'être remplacé au plateau, dans la chorale des jeunes. Ensuite, quand je suis allé en 6e au COT, on a quitté la chorale du plateau, où il y avait la plupart de mes amis, pour aller à Trècheville, et c'est l'abbé bon, ça va de mémoire. Ça va venir, qui nous a pris en charge. L'abbé Coty. OK. Et de là-bas, nous sommes allés au lycée, à Cocody, et c'est Accordant qui nous a pris en charge. Donc, mon parcours musical était aussi un parcours religieux dans la chorale des jeunes. Et finalement, c'est la musique qui m'a permis de payer mes études à Bordeaux. La bourse est devenue autre chose. Elle est devenue un peu... un subside supplémentaire. Voilà, supplémentaire. Donc, cet amour de la musique ne m'a jamais quitté. Et comment ça se passe, le festival de jazz? Alors, quand je suis arrivé, avec Gérard Conan et Marie-Hélène Costa, qui sont venus me chercher, nous avons recréé Abijazz. Abijazz existait. Donc, nous avons créé Abijazz, l'association des amis pour la promotion du jazz en Côte d'Ivoire. Depuis quelle année? Depuis 2007-2008. OK. Mais le fonctionnement même a commencé vers 2012-2013. Et notre but, c'était de vulgariser le jazz, qui a été toujours considéré comme une musique élitiste. Mais non seulement on vulgarisait le jazz, mais on permettait aux musiciens du jazz locaux de pratiquer et d'être de plus en plus maîtres de leur instrument et du jazz. Et donc, on a eu l'idée de faire un mini-festival permanent de jazz. C'est-à-dire, tous les mois, on fait un festival, un concert de jazz, où on choisit un thème. Puis, les musiciens qui sont choisis, il y a un thème avec un instrument. Les musiciens travaillent, même si ce n'est pas leur domaine. Ils apprennent et ils apprennent à connaître le thème. Ils sont parfois accompagnés par un mentor qui est très fort, qui leur apprend à maîtriser et le thème et l'instrument. Et ils viennent présenter le produit de leur apprentissage au public. Très bien. Ça s'appelle Ivoire Jazz Night. Donc, il y a un thème, soit la trompette, soit la guitare, soit la basse,
soit le piano, soit le saxo, etc., etc. Et il y a un style. Soit c'est un jazz ancien, soit c'est jazz fusion, soit c'est un jazz nouveau. Et puis, évidemment, pour attirer les gens, il ne faut pas trop les effaroucher. Voilà. On choisit un peu les thèmes voilà. qui peut les attirer. Et aujourd'hui, après avoir tourné un peu partout, nous avons posé nos valises à l'Institut français qui nous accompagne, avec qui on a un partenariat. Et ça se passe à quelle période exactement? Tous les derniers vendredis du mois. Tous les derniers vendredis du mois, on peut aller à l'Institut français. Il y a un programme pour le jazz. Donc, pour les amoureux du jazz et même les amateurs ou même ceux qui ne connaissent pas. Si vous voulez développer votre oreille, découvrir un style différent, il y a Abi Jazz. Chaque dernier vendredi du mois, vous pouvez venir découvrir avec l'association d'Antoine. Abi Jazz. Abi Jazz. Voilà. Et puis rencontrer aussi d'autres personnes, pourquoi pas. Tout à fait. Alors, notre dernier concert, c'était en juin. Donc, on a pris des vacances juillet, août, septembre. On redémarre avec un hommage à Fela Kuti. Fela Kuti. Mi-octobre. Très bien. Donc, vous allez voir quelque chose de géant. On sera là, on sera présent. Vous serez là. On sera présent. Voilà. Et puis après, fin octobre, fin novembre, fin décembre, je crois qu'on va laisser les gens respirer en décembre et on reprend en janvier. Je serai présente avec Monsieur Bleu. Voilà. Il faudra compter avec nous. Très bien. On va rapidement, avant de clore cet échange très enrichissant et très intéressant, parler de ta famille. Ma famille. Tu es marié, tu es père. J'ai connu ta fille Camille. Camille. Je pense, il y a plus de 10 ans. Lorsqu'on démarrait dans la tech à Abidjan avec Ayana. Je salue Ami Kwame au passage. Absolument. Avec qui j'ai cofondé ce magazine à l'époque. Et également tes deux fils. Tu as deux fils. Alexandre et Guillaume, qui sont aujourd'hui des adultes qui travaillent, qui ont leur vie, qui sont épanouis. Pareil pour Camille également. Comment tu as réussi à bâtir ce cercle familial soudé? Et quelles valeurs tu as inculquées à tes enfants? Et également ton épouse, qui t'accompagne depuis de nombreuses années, que tu as certainement rencontré en France également. C'est ça. Et tout. Comment tu as réussi à bâtir ce cercle familial jusqu'à aujourd'hui? Très bien. Tout part toujours de la famille. Donc, mon père était polygame. OK. Et ma mère lui a dit, à un moment, quand on est déjà à Bondoukou, elle lui a dit, bon, ça suffit avec tes nombreuses femmes. Moi, je m'en vais. Comme ça, tu seras tranquille avec elle. Tu vas te gérer avec elle. Mais elle est partie, elle a loué une maison, pas loin de la maison. Donc, tous les enfants de mon père, on allait tous chez ma mère, qui vivait de commerce de pain ghanéen, là, et de vente de pain kita. OK. Quand on est venu à Abidjan, elle nous a suivis à Abidjan. On était à Vridi, elle avait une maison pas loin de nous, donc on allait toujours chez elle. Donc, elle nous a suivis. Et fin 69, quand mon père est décédé, de gros problèmes dans la famille, sur l'héritage, la cohésion familiale, etc. Donc, je me suis dit deux choses. Première règle, je ne fumerai jamais parce que mon père était un gros fumeur. Il est décédé de problèmes pulmonaires. Je n'aurai pas plusieurs femmes parce que j'ai vu comment ça s'est passé. Très bien. Je n'aurai pas d'enfants en dehors de mon mariage. Oui. J'ai vu ce que ça a donné. Donc, j'ai suivi ça. Quand je suis arrivé en France, je me suis dit aussi, je n'épouserai jamais une femme blanche. Mais... Finalement, le destin. Le destin. Pourquoi tu n'épouserais jamais une femme blanche? Je sais pas. J'avais des a priori. Je retrouve à Bordeaux Barthélemy Inabo. Ah oui, qui est ton ami. Qui est mon ami, mon frère, qui se recyclait à Bordeaux, à l'IUT de Bordeaux, avec Emmanuel Kofi, etc. Ils étaient tous là-bas. Et je le retrouve. Il faisait une émission qui s'appelait Africa Vision. Et il m'a dit, bon, tu es là, frère. Bon, viens, je vais t'initier
à la radio. Et il m'a initié à la radio. Au début, je faisais les dépêches. Toutes les heures, je faisais donc le petit journal de 2 ou 3 minutes. Et puis, quand il est rentré, en 85, il m'a laissé l'émission à Radio 100 Bordeaux, une radio qui était financée par le journal Sud-Ouest. Et le 1er juin 1984, Youssou N'Dour devait se produire à Bordeaux. 1984. 1984. Ouais. Et nous, on n'a pas eu l'exclusivité d'inviter Youssou N'Dour dans notre radio. C'était une autre radio qui s'appelait Equinox, qui avait réussi à capter Youssou N'Dour pour faire des interviews. Donc, on a négocié avec Equinox. Barthélemy Inabo et moi, on allait à Equinox pour interviewer Youssou N'Dour. Ce jour-là, il y avait une jeune fille qui faisait son émission radio à Equinox. C'était Dominique Luizor. Bonjour, Tata Dominique. Dominique faisait son émission. La pièce était grande et le studio était une sorte de cabane au fond. Mais nous, on bavardait, on rigolait. Elle est sortie. Puis elle m'a dit, chut, taisez-vous, je faisais. Puis bon. Puis j'ai dit, ça, c'est qui ça? C'est qui celle-là? Et dans cette radio, il y avait un ami qui nous avait permis de venir, qui était un Sénégalais Cissé, qui est resté à Bordeaux, qui vit à Bordeaux, qui y travaillait, qui dit, ah, c'est Dominique, machin, étudiante en pharmacie, c'est une de nos amies, elle est antillaise, martiniquaise, machin. Puis bon. Et quand elle a fini son émission, elle est venue, on a discuté, on a fait l'interview de Youssou N'Dour. Puis le soir, il était question d'aller au concert de Youssou N'Dour. Et puis avec Cissé, Barthélemy Inabo, on a négocié. Dominique avait une voiture, une Renault 5. On a négocié, puis on est partis ensemble. Elle nous a récupérés tous les 3, puis on est partis ensemble. Et puis, au concert de Youssou N'Dour, pendant que les autres jubilaient, nous, on était au fond, puis on discutait. Tu étais en train de la draguer. Voilà. Toi, tu fais quoi? Je suis en pharmacie, machin, j'ai pas terminé, je suis en instance de thèse. Mais j'avance pas, je travaille sur les solanacées, une race particulière de plantes. J'ai dit les solanacées, nous aussi à Bordeaux, on travaille sur les solanacées. J'ai dit lesquelles? Elle dit la yoembine. J'ai dit bon, ok. Mais j'ai du mal à voir la bibliographie, j'ai dit ok. Ça, c'est une drague médicale, hein? Oui. Purée. Si je te donne les articles, est-ce que toi, tu peux me donner chaque semaine les feuilles que tu as rédigées pour que je lise? Et j'ai impliqué un de mes amis qui est décédé il y a 2 ans, qui est d'origine irlandaise, qui est irlandais, qui était au labo, il s'appelle Tom Durkin. Tom m'a sélectionné les articles de Solanacées que j'ai donnés à Dominique. Elle lisait en anglais, elle avançait dans sa thèse, elle me donnait, je corrigeais le papier, je donnais à Tom qui jetait un coup d'œil, puis on le remettait. Et ça a encouragé Dominique à soutenir sa thèse en 84. C'est une vraie technique d'approche. Tu lui as rendu service. Voilà. Et puis on a commencé voilà, à se fréquenter. c'est ça. Commencé à connaître les parents. Donc ma rencontre avec Dominique date du 1er juin 1984 à Bordeaux. Et on ne s'est plus quittés. Vous êtes plus quittés. Jusqu'à présent, vous êtes mariés. On s'est mariés, mais je lui ai dit, écoute, l'Afrique n'est pas une sinécure, tu ne connais pas. Viens y vivre. Et si tu décides, on va se marier. Elle m'a suivi, je suis rentré en 86. Elle m'a suivi en 96. On a vécu, elle me dit, c'est bon, je reste. On s'est mariés en décembre 88. En Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire. Et j'ai remarqué que, au début, avant, quand je t'ai découvert, je pense en 2009, je t'avoue, je pensais que tu étais entier. Parce que tu as tellement épousé la culture antillaise des îles que je pensais que tu étais entier. Il y a quelques années, j'ai découvert que tu étais ivoirien pété. Et je pense que cet amour profond que tu ressens pour ta femme, en fait, a déteint sur toi, même ta personnalité. Et c'est pour ça que j'avais l'impression que tu étais d'origine même antillaise, en fait. Que j'étais blanc, quoi. Que tu étais blanc même. Tu as dit que tu ne voulais pas épouser de blanche. Finalement, le destin, il t'a suivi. Vous avez développé cet amour, cette famille. Vos enfants sont grands, ils sont adultes, ils travaillent, ils sont heureux, ils sont épanouis. Tu as donné, toi, tes conditions pour réussir une vie de famille. Oui. Tu les as données au préalable, au regard de ce que tu avais vécu dans ton enfance. Voilà. Mais après toutes ces années, pour terminer, qu'est-ce que tu pourrais dire en termes de conseils
qui permet d'avoir la longévité dans son couple? Quels sont les conseils, selon toi, que tu as expérimenté, que tu pourrais donner aux couples jeunes qui démarrent ou bien qui continuent pour réussir sa vie de couple? D'accord. Mais avant d'arriver en France, les principes que j'avais m'ont été inculqués par mon père. OK. C'est lui qui me disait, oh, laisse Plakali, je vais te montrer ce que c'est que les pommes de terre sautées. Il faisait la cuisine. OK, il cuisinait. Côté, et puis on mangeait ensemble. Généralement, tous les deux à table. Il mettait de l'eau dans le vin, puis il me disait de goûter. Tout ça là, les valeurs, les règles, tout ça, c'est lui qui m'a inculqué. L'honnêteté, etc. Il a travaillé à la cire où il aurait pu magouiller. Je crois que j'aurais été hyper riche. Ouais. Il n'a jamais voulu de ça. Donc, quand je suis arrivé, les gens de notre époque, on avait quand même une culture, une ouverture sur le monde. Et notre rendez-vous, c'était le centre culturel français. Les conférences, la bibliothèque, etc. Donc, j'avais une culture d'ouverture d'esprit. Déjà. Arrivé là-bas, quand je rencontre Dominique, on parle des choses communes. Les films comme Ivanhoe, elle me dit, mais tu connais ça où? Je dis, mais en Côte d'Ivoire? Mais c'est pas possible. J'ai dit, si, on a connu ça en Côte d'Ivoire. On a été au concert de Johnny Hallyday ici. On a vu un certain nombre de gens, des choses. Donc, on a... Johnny Hallyday a chanté en Côte d'Ivoire, n'oubliez pas. On a à peu près la même culture. Ouais. Et ça l'a un peu rassuré. Et on a parlé. Ce que devrait être une famille monoparentale. Je lui ai dit pourquoi. Moi, c'est des choses qui m'arrangent à cause de mon histoire et des règles que je me suis fixées. Et ne pas faire comme ce que je considérais comme pas bon dans ma famille à moi. Et puis, petit à petit, on s'est compris, on a machin, les valeurs qu'on avait étaient à peu près les mêmes. Ça a été plutôt facile. Oui. Donc, on est venu, nos enfants sont nés, on est assez proche de nos enfants. Oui. On leur a donné des règles très tôt. Faire la cuisine, débarrasser, dire bonjour, merci, faire la sieste. N'est pas, voilà. L'amour de l'ordinateur aussi, très tôt. Guillaume, il a commencé à 2 ans. C'est pour dire, il est ingénieur informatique. Oui, à 2 ans, hein, à 100, OK. Donc, on a été proches. Ouais. Les enfants n'ont pas pu nous prendre à défaut. Ce que la maman a dit, quand ils viennent là, c'est ce que j'ajoute. C'est ça. Ce que j'ai dit, c'est ce que maman ajoute. On discute toujours, on évite de se disputer. Quand ça ne va pas, c'est dans la chambre qu'on règle nos problèmes. Oui. J'écoute ma femme. J'ai appris à m'améliorer. Tu sais, nous, les Africains, dans le langage de l'amour, les je t'aime, des bisous par-ci, par-ci. On ne connaît pas. Oui. De toucher là. Bon, c'est tous les anciens, dire oui, je t'aime. C'est ça. Donc, pour nous, c'était la pudeur, quoi. Il ne faut pas faire devant tout le monde. Mais on m'a appris, de temps en temps, je fais ça. Je ne suis pas encore parfait, mais je continue de me modifier. Parce que si tu demandes à Dominique, il va dire, oh, c'est pété gros grain, là. Donc, voilà. Et les enfants ont vu ça. Oui. Ils ont vu un exemple. Et ce sont les conseils que je donne aux gens. Établir des règles claires. Donner la parole aux enfants pour pouvoir les écouter. Si vous n'écoutez pas les enfants, vous ne saurez pas ce qu'ils ressentent, ce qu'ils vivent, quels sont leurs problèmes. D'accord? Donner des règles très tôt sur ce qu'il faut faire, ne pas faire. J'ai toujours dit à mes enfants, partout où je suis passé, quel que soit le métier, la fonction que j'ai occupée, je n'ai pas volé 100 francs. J'ai été sous-directeur de la planification au ministère. À ce titre, j'ai géré 8 milliards de la Banque mondiale. Projet PASEF. Je n'ai pas pris 5 francs. Quel ministère? Ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique, sous Seri Bailly. J'ai démissionné pour des raisons qui me sont personnelles. Incompatibilité d'humeur avec certaines personnes. C'est ça. Je suis venu à l'université où j'ai été chef du service de la planification, où on a fait le projet coréen d'informatisation. On gérait de l'argent. Je n'ai pas pris 5 francs. J'ai encore avec moi tous les documents administratifs que je produis pour ne pas qu'un jour on vienne me dire que tu as fait ceci. C'est ça. Et j'expliquais à mes enfants.
Ils savent. L'argent, ça se gagne. Ça ne se donne pas. D'ailleurs, quand ils étaient petits, on avait un jeu, un poil blanc représentait 10 francs. Donc, papa, je vais enlever les poils blancs et puis je les donne. De l'argent. Voilà. Ils ont l'argent de poche sans plus. Oui. Ils n'étaient pas envieux. Surtout. Voilà. Le jeu vidéo que j'achetais, tout était réglementé. S'ils ne respectaient pas les règles, je démontais tout. Jeu vidéo, télévision, je mets dans ma chambre. C'est moi qui ai payé. C'est ça. Si vous ne respectez pas les règles, je vous enlève. On faisait des trucs, on sortait, on faisait des choses ensemble. Donc, nos enfants ne sont pas des enfants scotchés devant la télé, devant l'ordinateur, etc. Ils savent faire des activités en dehors, tout ça là. L'un dans l'autre. Et puis eux-mêmes, on va dire, grosso modo, ce sont des bons enfants. Oui. Ils ont écouté. De temps en temps, on se parle, on essaie de faire des bilans. Ils peuvent nous dire ce qui ne va pas. Ils peuvent nous critiquer. C'est ça, la parole. La parole. Oui. Vraiment, nous aussi, on peut leur dire ce qui ne va pas. On les accompagne. Je leur ai toujours dit avec ma femme, on n'est pas riche. Mais soyez sûrs qu'on fera tout pour vous donner une bonne éducation. C'est votre héritage, rien d'autre. C'est le meilleur fondement. Ma fille, tu es ma fille. Si tu rencontres quelqu'un qui te fait souffrir, tu me dis, tu ne resteras pas dans mauvais rêves. Oui. Je serai ton supporter. Toujours, je suis ton père. Oui. D'ailleurs, quand elle était petite, je lui ai appris des petites techniques de self-défense. C'est bien ça. Un papa qui protège sa fille. Voilà. Donc, voilà. Et on est assez soudés. Oui. On se parle régulièrement. Donc, voilà un peu le secret. Savoir dire « je t'aime Oui. »,« je m'excuse »,« pardon » et ne pas recommencer. Avoir des fondements solides. Des valeurs. Énormément de valeurs. Ouais. Parce que c'est vrai qu'on est dans une société, comme tu l'as dit, où l'argent est mis au-dessus de tout. L'argent compte pour tout. Et on est même jugé par rapport à sa possession, par rapport à ses possessions. Et au regard de toute ton expérience, au regard de surtout tes connaissances dans le domaine de la compréhension du cerveau, de la neurologie, de la biologie, de la psychologie, je comprends pourquoi tu es l'homme que tu es, avec la famille que tu as, l'homme de valeur. Et j'espère que cet épisode va servir de base D'exemple. et d'exemple, et que vous allez revenir régulièrement, réécouter, écouter, prendre des notes, et surtout mettre en commentaire ce que vous avez retenu. Si vous deviez résumer tout notre échange avec le professeur Antoine Tako, mettre en commentaire un seul mot pour résumer tout ce que vous avez appris aujourd'hui de lui. Je sais que vous allez en apprendre encore plus, certainement quand tu vas commencer aussi tes cours, parce que tu as une retraite très active Oui. en ce moment. Parfait. Tu as une retraite très active. Vous pouvez apprendre énormément de lui. C'est vrai qu'il n'est pas, on va dire, actif sur les réseaux sociaux, mais n'hésitez pas à vous rendre à son cabinet. Je vais partager les contacts officiels pour les prises de rendez-vous au cabinet, pour juste discuter. Comme je vous l'ai dit au début, c'est un puits de connaissances énorme. Et c'est vrai que, comme tu l'as dit au départ, les hommes sages, les femmes sages, les personnes sages, vous êtes nombreux, mais on ne vous entend pas beaucoup. Et on a besoin de ce socle que vous représentez pour nous guider vers la lumière, surtout en ces temps troubles. Je voudrais te dire merci. Merci à toi. Et d'ailleurs, je suis content d'être là. Je vous ai rencontré, vous, dans le cadre de l'informatique. Vous, toi, Jean-Patrick, Syriac Bougou, Jean-Patrick Ouman, Mohamed Diaby, Christian Roland, sa femme, Néna, etc., etc. Je vous ai rencontré grâce à l'informatique. Et je crois que ce qui avait intéressé tout le monde, je vous ai demandé, est-ce que vous savez d'où vient l'informatique? Ça vient de la cybernétique. oui. Cette envie de copier le fonctionnement du cerveau Oui. qui a fait l'informatique. Et ça a été ma passion puisque j'ai grandi avec. Je continue de vous côtoyer. Vous m'apportez comme moi, je vous apporte plus trop puisque vous Aussi, êtes... on continue de s'apporter mutuellement. Hein? Et cette posture, cette attitude m'a permis de rencontrer des gens extraordinaires comme Gilles Ataï, Oui. comme Karim Konaté,
comme Christian Fassinou, des gens qui ont des valeurs comme Albert Diadiou, etc. On a souvent refusé des gens qui ont mis l'argent devant. Oui. Et avec ces personnes-là, nous avons créé l'initiative Afrique Consciente. Nous allons la réveiller bientôt parce que ce pays-là en a besoin. Pourquoi? Parce que nous devons changer l'image que nous avons de nous-mêmes en tant qu'individus, en tant qu'Africains. Changer l'image que nous avons sur notre continent, commencer à le valoriser, valoriser notre culture, et puis nous demander surtout ça. Et c'est ça qui doit guider notre vie et la vie de toutes les personnes. C'est ce en quoi j'aimerais les impacter de ma place, avec mes compétences, avec ou sans moyens. Qu'est-ce que je fais pour que mon continent avance, pour que mon pays avance, pour que la civilisation avance? Moi, j'ai ma connaissance et Idriss Aberkane, que je suis souvent, dit ceci: la connaissance est la seule chose qu'on partage en s'enrichissant et qui ne nous appauvrit pas. Voilà ce que j'aimerais qu'on retienne de cet entretien. C'est une très, très, très belle conclusion. En plus, j'adore Idriss Aberkane et ses interventions. Une très, très belle conclusion. Merci encore pour ta présence et pour ton partage essentiel. Moi, je vous donne rendez-vous pour un prochain épisode avec un ou une prochaine invitée. Restez toujours connectés. N'oubliez pas, comme je vous l'ai dit, de vous abonner, de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas rater les prochains épisodes. Et n'hésitez pas à réagir en commentaire. Et je vous mettrai les contacts du cabinet du professeur Antoine Tako. Merci beaucoup et à très bientôt. Ciao.